Guzman qui est là, qui vient nous parler de Franck Thuil. Donc c'est Oui, cette information qui est sortie moins d'une heure après la fin du match samedi soir. Donc je donne le contexte, c'est Sud-Ouest qui révèle que Franck Thuil, le fondateur, le gestionnaire d'un fonds d'investissement qui s'appelle Sparta Capital Management à Londres, qui est intéressé pour acheter 60% des parts du club. C'est un fonds londonien, donc ça soulève plein de questions. Est-ce que Gérard Lopez veut vraiment se retirer, David? Qui est cet investisseur et ce fonds? Est-ce que c'est du solide? Quels sont ses liens avec Gérard Lopez? mon mot d'ordre concernant cette arrivée, et j'ai pas d'informations confidentielles, c'est le scepticisme. C'est-à-dire que je suis sceptique sur plusieurs plans. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Très souvent, on sait que dès qu'il y a une annonce de reprise du club, elle est immédiatement refoulée et niée par le club et très souvent le profil de l'after foot, de l'acheteur est critiqué publiquement. Mais là, même dans la déclaration dont on parlera plus tard d'Arnaud Saint-André, qui ne veut pas faire de commentaires, on sent que l'information est sérieuse. Pourquoi je suis sceptique? Je suis sceptique à cause de plusieurs points. Le premier point, c'est la nature même du fonds d'investissement qui a été créé par Franck Thuil. Franck Thuil, c'est ce qu'on appelle un activiste. C'est exactement ce que fait Joseph Ougourlian, c'est-à-dire que c'est un gérant d'un fonds d'investissement qui prend des participations essentiellement minoritaires, pour vous dire c'est entre 5 et 10 et qui essaie d'influer sur la gestion de cette entreprise en virant le board, en poussant pour vendre des activités non rentables, en coupant les coûts. Et le but, c'est lui de grimper au capital jusqu'à avoir une participation significative, être dans les 10 plus gros investisseurs d'une entreprise pour influer sur sa gestion. Pour vous donner un exemple, il a investi récemment dans Doc Martens, des chaussures, et chez Doc Martens, il a essayé d'influer sur la gestion pour atteindre un seuil de profitabilité, car il estime, quand il rentre dans une entreprise, que cette entreprise est sous-évaluée ou qu'elle est sous-performante. Mais le problème là, dans le cas des Girondins, c'est qu'il arriverait en tant que majoritaire, il arriverait avec quelqu'un qu'il connaît bien et il n'aurait pas forcément d'influence opérationnelle sur la gestion, puisqu'on peut supposer que la gestion opérationnelle du club resterait à Gérard Lopez et son équipe. Donc, de par le pays d'investissement, parce que lui se focalise sur l'investissement coté en Angleterre. De par la prise de participation qui serait ici très largement majoritaire, alors que lui se focalise essentiellement sur des prises de participation minoritaires, de par le secteur d'activité, parce qu'il n'est pas du tout, son fonds n'a jamais été investi dans le secteur sportif. Deuxième point de scepticisme, la surface financière du fonds. Pour vous donner une idée, la surface financière du fonds, elle serait d'à peu près 550 millions de dollars, mais d'actifs sous management. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas 550 millions de cash à disposition pour investir, c'est que la valeur des actifs dans lesquels ils ont investi s'élève à 550 millions. Et moi, je me demande, dans un projet aussi demandeur d'argent que les Girondins, on avait évoqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec notamment quelques candidats à la mairie, que pour arriver à peut-être une détention du stade, à financer le déficit d'exploitation, on rappelle que c'est déjà 9 millions d'euros cette saison, pour faire amener le club à un niveau de rentabilité qui lui permettrait de faire une culbute ou une plus-value à la revente, ça va être des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Est-ce que Sparta a la surface financière pour investir une bonne partie de ses fonds propres dans le projet des Girondins de Bordeaux? Moi, encore une fois, je suis tout de même assez sceptique. Ensuite, troisième élément de scepticisme, la répartition du capital. On nous parle d'un investisseur qui investirait des sommes relativement importantes, qui comblerait le déficit d'exploitation, parce que c'est ce que l'article de Sud-Ouest nous dit, et qui aurait que 60% du capital, c'est-à-dire que Gérard Lopez aurait toujours une minorité de blocage. Dans un pacte d'associés, la plupart des grosses décisions sont prises soit à l'unanimité, soit à la majorité des 2 tiers. Et en gardant ces 40%, Gérard Lopez aurait toujours le moyen de bloquer toutes des grosses décisions engageantes. Une vente, des dépenses au-dessus d'un certain seuil, l'entrée d'un nouvel actionnaire, le départ d'un nouvel actionnaire. Est-ce que quelqu'un va vraiment venir investir une somme
relativement importante, même à la hauteur de son fonds, pour au final ne pas avoir voix au chapitre et avoir toujours Gérard Lopez dans le paysage qui aurait une minorité de blocage. Je suis très surpris encore une fois. Et la quatrième zone d'incertitude, c'est toutes ces zones d'ombre qui encerclent le club. Le litige FIFA, l'absence de visibilité sur les droits télé, le montant quand même important de la dette restante due dans le cadre du plan de continuation, la section exploitation du stade. Est-ce que c'est un investisseur qui va acheter le stade? Est-ce que la mairie est vendeuse? Est-ce que ça va être une convention d'occupation? Est-ce que ça va être une vente sèche? Quelle porte de sortie pour un investisseur comme lui qui promet de la rentabilité à des investisseurs dans un club comme les Girondins de Bordeaux? Très franchement, moi, je ne suis pas en train de nier la véracité de l'information, mais je suis très surpris du profil de l'investisseur et très surpris du timing de la vente. Donc voilà, je vous dis pas que c'est vrai, je vous dis pas que c'est faux, mais pour avoir fait quelques recherches sur, la stratégie de Sparta, pour avoir fait quelques recherches, sur, les prises de participation, parce qu'il y a que les prises de participation au-dessus d'un certain seuil qu'il est obligé de déclarer, je suis sceptique. Je ne suis pas sceptique sur sa qualité, je suis sceptique sur l'opportunité qu'il aurait d'investir dans les Girondins de Bordeaux à l'heure où je vous parle. Est-ce que pour toi, en termes d'image, est-ce qu'ils ont à perdre en termes de Non, mais moi, notoriété par rapport à ça? je ne comprends pas, en fait, si tu veux, il me manque des éléments. Alors, c'est normal à ce stade, puisqu'en plus, tu sais que Sparta, comme énormément de fonds d'investissement, ne communique pas sur l'identité de ses investisseurs. Sparta a levé 2 fonds auprès d'investisseurs institutionnels et de family office. Donc, c'est des grosses familles qui placent leur argent chez Sparta ou des gros fonds de pension, des instituteurs du Texas, les pharmaciens bavarois, qui placent leur argent chez Sparta en vue d'un rendement. Monsieur Tuile est redevable. Il a un objectif de rentabilité auprès de ses investisseurs. Et cet objectif de rentabilité, j'ai vraiment du mal à le voir comment il pourrait l'atteindre en investissement dans les Girondins. Si c'était son argent à lui en perso, je me dirais, bon, bah, il n'y a pas de compte à Oui, bien rendre, sûr. il investit son argent en perso, certes. Mais si c'est l'argent qui est placé chez lui par des investisseurs via ces 2 fonds et il doit atteindre un objectif de rentabilité, moi, c'est là que je suis un peu interloqué. Après, il y a une autre option, c'est qu'il peut venir avec un espèce de mécanisme hybride entre les fonds propres et la dette, prêter de l'argent, mais c'est de façon. Je ne peux pas vous expliquer en fait le mécanisme du preferred equity, c'est trop compliqué en fait pour l'émission, mais ça peut être aussi une prise de participation dans le but d'une participation complète dans un futur proche. Il peut y avoir une conversion, vous pouvez y avoir un non-remboursement qui déclenche en fait exactement ce qu'Eliott a fait à Milan, parce que j'ai lu qu'il avait siégé au conseil d'administration de Milan. Qu'est-ce que faisait Franck Thuil avant? Et ça, c'est important. Il était gestionnaire de portefeuille chez Elliott. C'est-à-dire que Elliott et à Lille et à Milan, ils ont fait ce qu'on appelle du loan to own, c'est-à-dire prêter pour détenir. Ils prêtent de l'argent peut-être pas dans l'optique, mais avec toujours en tête le fait que l'emprunteur fasse défaut et qu'il prenne les actions du club. Derrière. Et c'est ce qui arrive à Elliott et c'est ce qui est arrivé à Milan. Donc, il ne s'est pas retrouvé à Milan par un choix du board du Milan. Il s'est retrouvé à Milan parce qu'il avait prêté de l'argent à Milan que Milan était incapable de rembourser. C'est pour vous dire, en fait, quelle était sa relation avec Gérard Lopez. S'il avait une relation amicale ou quoi que ce soit, j'en ai absolument aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que c'était le représentant du prêteur derrière le financement de l'acquisition du LOSC par Gérard Lopez. Voilà, ça c'est les liens entre Franck Thuil et Gérard Lopez. Si je dois en fait rapprocher son profil historique professionnel, ce serait le profil d'un Joseph Ougourlian, qui est aussi à la tête d'un fonds activiste qui m'interloque, c'est que c'est pas son argent, c'est l'argent d'investisseur Franck Thuil. Je n'arrive pas à comprendre, mais encore une fois, peut-être qu'il me manque des éléments d'information. Comment des investisseurs peuvent se satisfaire d'un investissement aux Girondins de Bordeaux aujourd'hui? On est sur un fonds d'une bonne taille, mais on n'est pas sur un fonds qui a la capacité de lever assez d'argent pour justement propulser le club là où ça lui permettrait en fait de faire une plus-value certaine à la revente. Parce que là, si on parle d'un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros, je suis pas sûr que Nantes vaille plus de 20-30 millions d'euros à l'heure actuelle.
Et c'est ce que Franck Thuil dépenserait en 2-3 ans de soutien du déficit à Bordeaux. Parce qu'au moment d'une prise de participation, ce qui est très intéressant, c'est que ça te donne un marqueur de la valorisation du club. Mais de l'article de Nicolas Le Gardien, ça nous dit que ce serait Franck Thuil qui investirait les 9 millions correspondant au financement de la saison. Est-ce que ces 9 millions, en échange, il aurait 60% du club? Donc dans ces cas-là, on fait 9 divisé par 60% et on aurait donc une valorisation du club à peu près 20 millions. Si hypothétique, c'est pas confirmé, il vend 60% du club pour 9 millions d'euros. Ça valorise le club à 15 millions. J'ai dit absolument n'importe quoi tout à l'heure. Si l'année prochaine, on a 10 millions à remettre pour financer le déficit d'exploitation et le plan de continuation et qu'il ne les remet pas, il va être dilué. Et au fur et à mesure, ces 40%, ça me nuiseront. Donc mécaniquement, il aura moins de contrôle du club. Mais franchement, cet attelage, je ne le comprends pas. Parce que c'est pas comme si Sparta pouvait arriver avec des compétences sportives ou des compétences de management immédiatement importables à un club de football. Vraiment, je comprends pas ce. Et encore une fois, ça n'a pas été nié. Hein. D'habitude, vous savez ce qui se passe. Vous avez vu comment Oliver Kahn a été traité. J'aimerais comprendre, j'aimerais discuter avec Franck Thuil et lui dire qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Explique-moi. Explique-moi. Imagine que je suis un de tes investisseurs. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans?